Dans ce restaurant de la région parisienne, le gaspillage est à l'image de l'enseigne. Spectaculaire. Suivez-moi s'il vous plaît par ici. Pour venir dîner ici, il faut réserver plusieurs semaines à l'avance. C'est bon, on y va. Voilà, bienvenue chez les pirates, on va bien rigoler. Merci, c'est gentil. Allez-y. On vient pour l'ambiance, pour le spectacle. Mais les 300 personnes présentes ce samedi soir sont surtout là pour ce buffet gargantuesque qu'elles vont pouvoir prendre d'assaut sans retenue. C'est un buffet à volonté. Au choix, plus d'une centaine de produits. De la charcuterie, mais aussi des plats de fête. Foie gras, fruits de mer, paella géante et en dessert une avalanche de pâtisseries. Le tout pour 36,90 €, spectacle compris. Mais, chef Mike, on met des crevettes s'il vous plaît, on met des bulots, on met du poulpe, on met tout ça. Allez, on y va. Avec sa grosse voix, le capitaine des lieux, Franck Pouitba, met sans arrêt le buffet à flot. Allez chef, il nous faut s'il vous plaît, il nous faut du champignon, il nous faut des penne et il nous faut un peu de blanquette de veau. Ok, merci messieurs. Le buffet à volonté, une formule qui a de plus en plus de succès, mais qui est aussi championne en matière de gaspillage alimentaire. Est-ce que je peux vous débarrasser ça? Oui. Tout se passe bien? Oui, très bien. Nickel. La grande majorité des clients a les yeux plus gros que le ventre. À la fin du service, sur les tables, des assiettes sont à peine entamées. Ils n'ont absolument pas touché, on ne peut pas imaginer qu'ils n'ont pas mangé, il n'y a pas une bouchée, il n'y a rien. Il n'y a strictement rien. Voilà, c'est identique comme ils l'ont pris sur le buffet. Voilà la problématique. Quand on a des gens consciencieux, ça va, et quand on a un plat entier, regardez. C'est un enfant qui a pris ça. Alors c'est très gros pour un enfant, je le comprends. Mais par exemple, vous avez à l'intérieur, vous avez de la viande charolaise. C'est pas de la viande, non, c'est du vrai steak haché charolais. 15% de matière grasse. Donc il y a de la perte, il y a de la perte. Tous ces restes vont partir à la poubelle. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi les plats qui n'ont pas été servis. Comme ce magnifique gigot, une pièce noble qui sera moins savoureuse pour un prochain service. Demain, on en a des neufs qui arrivent, sont là, et on l'aime bien à la rôtisserie, et on repart sur un produit neuf. Qui vient d'être cuit, qui est onctueux, qui est bon, ouais, qui est bien moelleux. Là, il va sécher, et on n'en veut pas. On veut pas. Et le même sort attend une bonne partie des plats chauds. Ce sont des produits qu'on ne peut plus garder pour le lendemain, parce qu'il y a 2 heures de chaud. Donc c'est des produits qu'on est obligé de jeter à la poubelle. Le chef, qui avec son équipe a passé l'après-midi à confectionner ses plats, doit les jeter le soir. Poulet en sauce, pâtes, champignons ou pommes de terre maison, tout y passe. Ça fait mal au cœur de voir que son travail part à... Ouais, franchement oui, parce que c'est quand même des heures et des heures de boulot. Et la finalité, c'est vrai que lorsqu'on jette les produits comme ça, c'est pas super, mais malheureusement on n'a pas le choix. C'est ça une intoxication alimentaire. Ici, avec le buffet à volonté, la situation est un peu extrême. Mais tous les restaurants en France rencontrent la même problématique. Un gaspillage alimentaire dont on parle moins que celui des supermarchés ou des cantines, mais qui impacte lui aussi. Chaque jour, 1000 tonnes de nourriture se retrouvent dans les poubelles de nos restaurants. Imaginez, c'est l'équivalent de la consommation quotidienne d'une ville comme Nice. Un fléau pour la planète. Il a fallu de l'eau, de l'énergie et des matières premières pour produire tout ça. Mais aussi un gâchis pour les restaurateurs qui jettent ce qu'ils espéraient vendre. Alors comment expliquer ce scandale quotidien? Quelle est la responsabilité des cuisiniers et celle des clients? Les restaurants sont-ils condamnés à être des machines à gaspiller?
À Sainte-Foy-Tarentaise, dans les Alpes, c'est ce que l'on pourrait croire lorsque l'on se rend à la bergerie. Une petite affaire familiale au pied des pistes. Bonjour. Voilà, donc on vous a réservé la place du fond. Bonjour. En salle, pour accueillir les clients, il y a Maurice, le papa. Voilà, Maurice à l'appareil. Réservation à midi, 8 personnes. Ok, très bien, prévu pour midi, ok, on est bon. Atterrissage. En bas en cuisine, son fils Alexandre. Ouais, il se croit dans une tour de contrôle, mon père. Non mais Audrey, la femme du cuisinier. Et Martine, la maman pizzaiolo. la table du 8 est prévue pour quelle heure? La famille a repris cette affaire il y a 1 an. Elle emploie 4 personnes, fait 60 couverts par service et n'ouvre son restaurant que pendant la saison de ski. A priori, elle ne peut pas se permettre de gaspiller. Pourtant, cela arrive tous les jours. Pour l'instant, tu vas te mettre sur... Audrey va te montrer ce qu'on va faire avec ça. Pour Alexandre, ça commence à l'ouverture des frigos. Par exemple, Sa première source de gaspillage, comme pour tous les restaurateurs, c'est la gestion des stocks. du coup, je vérifie toutes mes DLC tous les matins. Fraîcheur du produit. Et si jamais quelque chose me semble pas top, pas bon, soit je jette ou soit je transforme. Le cuisinier se fait livrer ses produits 1 fois par semaine, sauf la viande, la denrée la plus chère, livrée tous les 2 jours. Donc là, on est au 13 février, on est bon. Là, j'ai l'entrecôte jusqu'au 1er février, donc je dois faire attention. Je dois prévoir d'en couper et d'en vendre. Pour l'entrecôte, ça va encore. Je sors mes côtes de bœuf. Mais pour ces 2 côtes de bœuf, Tac, tac. il y a un problème. Elles sont à date aujourd'hui, elles sont pas vendables. Mais bon, ça me fait quand même une grosse perte en fait. Car Alexandre vend ses côtes de bœuf 70 € pièce. La grande difficulté des restaurateurs, c'est de prévoir ce que les clients vont choisir sur le menu. J'ai une affaire qui est pas régulière. Donc du coup, un soir, je vais vendre, admettons, 10 entrecôtes. Parce que c'est une clientèle anglaise qui adore la viande comme ceci. Et puis le surlendemain, pendant, admettons, une semaine, je vais vendre 0 entrecôte. Donc du coup, je commande. Et du coup, les dates passent. Et la marchandise dépérit, si on peut dire. Enfin voilà. Mais Pour ne pas les jeter, malade, vous inquiétez pas. il les servira gratuitement à ses employés. On pourrait croire que le chef a moins de difficultés avec les denrées qui ne sont pas périssables. Eh bien, pas du tout. Comme ce jambon de Savoie à 15 € le kilo, qu'il servira en accompagnement de sa raclette. Tac, tac. Donc les premières tranches, je vais pas les garder. Ça me sert à rien. Ça, je vais pas m'en servir. C'est trop salé. Je préfère avoir un client en face de moi qui me dit ta charcuterie, elle est top, elle est bonne, plutôt que servir quelque chose de sec, de salé, et me faire insulter par le client en me disant qu'est-ce que c'est cette charcuterie, j'ai bu toute la nuit, voilà, je sers que du quali, on va dire le milieu du jambon. Ça va aller où ça? Pareil, poubelle, je m'en sers pas. Au final, Alexandre jette 15 % de son produit. Au restaurant La Bergerie, comme partout, on gaspille parce qu'il est difficile de prédire ce que vont manger les clients. Parce qu'on veut servir la part la plus goûteuse des produits, et même à cause de la déco des assiettes. La signature du chef Alexandre, c'est ce trait dessiné au pinceau. C'est sûrement joli, mais c'est encore une source de gaspillage. On est bon. Cette déco est réalisée à partir du jus de betterave. Un jus qu'il récupère au fond de cette grosse boîte, dont il jette tout simplement le contenu. Mes dés de betterave, je sais pas quoi en faire. C'est-à-dire, on a essayé plein de choses. Pour le repas du personnel, personne n'aime la betterave. Dans mes salades, ça va pas. On a essayé avec Audrey de faire un dessert à la betterave avec une mousse de chocolat blanc. Compliqué aussi, donc ça part souvent à la poubelle, voilà. Pour de la déco. Ouais, tout ça pour de la déco, ouais. Alexandre a conscience qu'il y a un souci, mais à son échelle, il a du mal à trouver les solutions. Qu'en est-il des grandes enseignes de restauration qui ont beaucoup plus de moyens?
Aucune n'a accepté de nous ouvrir les portes sur ce sujet sensible. Alors nous avons pris notre courage à deux mains et avons fait les poubelles de quelques-unes d'entre elles. Et là aussi des restes d'assiettes en quantité, mais aussi des produits qui n'ont pas été consommés, comme ces baguettes de pain ou cette charcuterie encore fraîche. Cela représenterait 10% des matières premières achetées. Un gâchis écologique et économique. Heureusement, grandes enseignes comme petits restaurateurs sont en train de se mobiliser. À l'image d'Alexandre, qui a décidé d'agir. C'est là. Et bonjour la compagnie. À Chambéry, Bonjour Carole, comment ça va? pendant 2 jours, il va participer à une formation dispensée par Carole Attelia. Impeccable. Je te laisse signer la petite feuille d'émargement. Un spécialiste de la restauration. Tac. Avec lui, 4 autres chefs, Plaisir, beaucoup de plaisir. dont Patrice, l'ancien patron d'Alexandre, qui tient un restaurant gastronomique, Vigée, un restaurant indien, ou encore Patrick, un bistrot dans le centre-ville. Lorsqu'on fait brûler, tout simplement. Ces 2 jours qu'Alexandre a payés grâce à son compte formation coûtent 600 €. Les pertes de produits. Pour capter leur attention, le formateur va leur rappeler que le gaspillage, c'est avant tout pour eux de l'argent jeté à la poubelle. Pour vous donner quelques éléments, quelques estimations de ce que ça peut représenter, sur 300 jours d'activité, à raison de 5 repas qui sont jetés par jour, eh bien on va arriver par an à 2 925 € dans la poubelle. 10 repas sur 300 jours, 5 850. Donc c'est pas anodin, in fine. Ça, quand on touche au porte-monnaie, forcément, c'est là où on commence à faire attention, quoi. Voilà, donc c'est toujours une estimation au quotidien de se dire on produit tel ou tel plat ou pas. Voilà, c'est un pari, mais des fois on se trompe et on est obligé de jeter. Alors comment réduire ce gâchis? Selon Carole, ça peut passer par des initiatives toutes simples, comme les tailles de plats différentes selon les appétits. Est-ce qu'à un moment, il ne serait pas intéressant au client de lui dire est-ce que vous êtes petit mangeur ou gros mangeur? Il y a des restaurants qui font ça. Ils proposent un menu normal et un menu XL. Et genre, il y a... Enfin, pardon, c'est le même plat, normal et XL, et genre, il y a 3 € de différence, en fait. Je suis d'accord. Autre solution, cuisiner ses déchets. Sur les os et tout ça pour faire des fonds et des sauces. Très bien. Les épluchures de légumes, faire soit des infusions, soit des soupes. Oui. Moi, je me suis rendu compte, en y travaillant, qu'en fait, on peut tout recycler, absolument tout. Donc, les industries... Carole leur suggère enfin d'utiliser un logiciel pour mieux gérer leur date limite de consommation. Des conseils qu'Alexandre et les autres chefs vont mettre en pratique dès le soir même dans leur restaurant. Si certains chefs suivent une formation pour arrêter de gaspiller, la révolution digitale pourrait aussi changer la donne. À Paris, ce restaurant, ouvert depuis 3 ans, ne propose à ses clients que des plats composés de poissons frais, comme ce fish and chips de lieu jaune, ou encore cette blanquette de truite. Seulement, selon les semaines, tous les plats ne rencontrent pas le même succès. Ok. Bon, on a eu un peu de commandes de truite là. Ouais, 2. Ouais. On a reçu 2. Ok, je vais aller voir. Michael Da Silva est l'un des patrons du restaurant. Faut que ça pousse un petit peu plus en salle là. Ça commence à arriver là, donc. Ce jour-là, c'est la blanquette de truite qui peine à se vendre. Pourtant, il doit en écouler 50 avant demain, date limite de consommation. N'hésite pas à bien recommander la truite. Ok. Merci Baptiste. En salle, les équipes vont donc pousser la clientèle à commander ce plat. La blanquette de truite, qui est cuisson vapeur. C'est un petit peu plus... Et il n'y a pas donc de... Non. La blanquette de truite, ouais. Excellent. Très bien. Cuisson vapeur, c'est assez léger, c'est servi avec du riz aux épines vignettes. Ouais, mais voilà, très bien. Mais à la fin du service, cela n'aura pas suffi. Alors... Amine ? 10 truites, une blanquette. Ok. Ok, si tu peux me sortir tout ce que tu as en place. Plus
plus encore les trucs qui sont pas encore en place, qui sont encore au frigo. Ok. Au total, il reste une quarantaine de truites, dont celle-ci, déjà assaisonnée. On a eu un petit peu moins de monde. Voilà, on est déjà dans une situation où on est potentiellement en perte et donc il faut réagir vite, sinon on gaspille. Pour ne pas risquer de jeter la marchandise à la poubelle, depuis 10 mois, Mickaël et ses équipes utilisent une nouvelle application anti-gaspillage. C'est bon, la vente est active. Les utilisateurs peuvent maintenant acheter vos produits dans l'appli. Une fois entrés sur leur interface, les restaurateurs ajoutent en quelques clics leurs invendus du jour. La blanquette de truite, servie 15,90 €, passe automatiquement à 7,95 €, soit 50% moins cher. Je dirais que ça ne nous coûte pas cher, finalement, parce que déjà, ça nous permet de sauver un repas, et puis on arrive à sauver le coût de revient. Donc, on a fait deux bonnes choses. Moi, Depuis qu'il utilise cette application, Mickaël arrive à sauver 25 plats chaque mois. La truite de ce midi trouvera donc une seconde vie comme plat à emporter. Les pertes du restaurant, qui représentaient 3% du chiffre d'affaires, sont aujourd'hui proches de zéro. Derrière cette application, une start-up baptisée Karma. Fondée en Suède en 2016, elle s'est ensuite installée en Angleterre, avant de voir le jour l'an dernier à Paris. Je me demandais simplement si vous aviez déjà une solution anti-gaspillage dans le restaurant. Ils sont une dizaine de salariés à travailler pour la filiale française. À sa tête, Alexis Cohen. Something real. I just talked to our friend. I just talked to our friend. Hey. I just talked to our friend. Il est convaincu que faire du gaspillage un business est l'une des solutions pour le réduire. Ça fonctionne parce que c'est un système qui est vraiment gagnant-gagnant. C'est une application qui met en relation des utilisateurs qui veulent bien manger pour 2 fois moins cher et lutter contre le gaspillage alimentaire, et des partenaires qui préféreront revendre leurs invendus plutôt que de les jeter. Pour bénéficier de ce service, le restaurateur paye une commission de 25% sur chaque plat qu'il met en ligne. Un système anti-gaspillage très souple que vendent les commerciaux au téléphone. Nous, notre objectif, c'est vraiment de vous accompagner dans le zéro waste. Donc même quand on a des petites quantités, ça peut être une par semaine, une par mois même, c'est toujours un plus de se dire on ne le jette pas à la poubelle, mais on le met sur notre application. Et comme ça, ça vous permet de ne pas faire de gâchis et d'attirer de nouveaux consommateurs. À Paris, il serait déjà 100 000 utilisateurs. Comme Laetitia, 26 ans. Elle est commerciale et entre 2 rendez-vous le midi, elle commande son déjeuner grâce à cette application qui a un autre avantage, elle utilise la géolocalisation. Hyper simple, donc là je me trouve ici dans le second et je vois en fait tous les restaurants qui vendent des produits invendus et qui se situent autour de moi. Et puis je regarde ce qui me plaît en fonction de si j'ai envie aujourd'hui d'un Pokéball, demain peut-être d'une pizza ou le 3e jour d'une salade, ça dépend un peu et c'est comme ça que je fais mon choix. Laetitia est contente car elle a du choix, mais surtout elle fait des économies. Alors j'ai assez faim, donc je pense que je vais prendre une blanquette de poulet qui est à 6,50 €, moins 50% donc, qui a l'air assez bonne. Et je vais prendre aussi pour le dessert une panna cotta qui est à 2 €. C'est donc un total de 8,50 € pour le déjeuner, pour un plat et un dessert. Pour le reste, la démarche est la même qu'une commande à emporter. J'ai fait une commande que je vais récupérer. Laetitia, s'il vous plaît. C'est bon, j'ai validé. Ok, parfait. Alors la blanquette, elle est là, vous avez un... Cela fait à peine 6 mois qu'elle utilise l'application et le bilan est très positif. Alors on fait des économies. Donc là par exemple, au total, j'ai gagné 205 € grâce à l'application. Mais aussi on fait un geste pour la planète évidemment. Donc j'ai réussi à sauver 16 kilos de nourriture qui sinon serait partie à la poubelle en tant qu'invendu. Merci beaucoup. Dégustation. Au revoir. Depuis son lancement,
L'application a permis de sauver plus de 300 tonnes de nourriture en Europe. Les solutions existent donc. Pour accélérer le mouvement, le gouvernement mise également sur le doggy bag. Cette invention américaine qui permet d'emporter ses restes à la maison. Il devrait être obligatoire à partir de juillet 2021 dans tous les établissements de France. Comme quoi, ce type de gaspillage alimentaire n'est peut-être pas une fatalité. Savez-vous que chaque année, ce sont 30 millions d'euros de fleurs qui sont vendus en France à l'occasion de la Saint-Valentin? C'était hier. Vous en avez d'ailleurs peut-être offert à votre amoureux ou à votre amoureuse. Ce que l'on sait moins, c'est que cette industrie, elle est extrêmement polluante. Après le gâchis alimentaire, on s'intéresse au grand business des fleurs. Le chiffre est à peine croyable. Acheter une rose reviendrait à rouler 5 km. Pourquoi? Eh bien parce que ces fleurs, elles viennent souvent du bout du monde, acheminées par bateau ou dans des avions réfrigérés avec des pétales remplis de pesticides. Enquête sur la face cachée de vos fleurs avec Karim Wafi. Les fleurs, pour certains, ce n'est jamais trop beau. En plein milieu de la nuit, c'est l'effervescence dans ce palace. Ça, on va en avoir besoin en 2 secondes, tu peux le laisser là, mais les fleurs, tu me mets tout ça propre. Tiens, on se le centre, Hansa. Baptiste Pitou est bien plus qu'un fleuriste. 1,40. 3 cm, tu pousses. Depuis 30 ans, il crée des œuvres d'art éphémères à base de fleurs pour les plus grands hôtels en France et à l'étranger. Tu peux le mettre en lumière tout de suite. Hein. Voilà. Pour élaborer cette structure, plus de 120 heures de travail ont été nécessaires dans son atelier. Mais cette nuit, le temps presse avant que les clients n'arrivent. Ils n'ont que 3 heures pour tout installer. On va attaquer le fleurissement. Tout ça. À l'abri des regards. Nadine, avec moi, tu piques aussi. Hein. Les stars de sa composition, ce sont ces fleurs exceptionnelles. 250 amaryllis, particulièrement grandes, avec lesquelles il compte émerveiller la clientèle. Là, ils sont timides, ils viennent juste de s'ouvrir, mais quand tout va être explosé en fleurs, oui, ça a de l'allure. Ok, ben là, on va être pas trop mal, je pense, les filles, non? Au milieu, on peut repiquer. Que ce soit bien généreux. Peut-être un là. Mais cette haie de verdure va se faner très rapidement. Et la fleur, oui, la durée de vie est limitée, surtout ici dans un environnement chaud. On va les changer tous les 3 jours, ça c'est clair. Alors évidemment, certains vont vous dire, ah oui, c'est de la gâche. Oui, mais c'est aussi ça, c'est la beauté, c'est la fraîcheur, c'est tout ça. Ça fait partie du spectacle. Sur 10 jours d'installation, il utilisera plus de 950 amaryllis. Tu peux me reposer une dessus et une petite après, tu vois. Mais vous imaginez bien que ces fleurs exceptionnelles ne viennent pas de chez nous. Au cœur de l'hiver, il a fallu les faire pousser sous serre, très loin d'ici. Je vais la mettre là naturellement. Hop. Un impact sur la planète auquel il ne préfère pas trop penser. Évidemment, aujourd'hui, avec la réflexion qu'on a sur la planète, ça peut être inquiétant. Mais moi, je n'ai pas ce raisonnement-là, parce qu'aujourd'hui, nous, on est vraiment dans le décor. Donc moi, ça ne me pose pas plus de problèmes que ça. À son image, nous ne cherchons pas trop à savoir ce qui se cache derrière ces fleurs coupées que nous aimons tant. Attention, tu as peut-être une petite tache sur le miroir encore là. Et pourtant, il est urgent de s'y intéresser. Les fleurs, nous en consommons beaucoup. Le marché pèse environ 450 millions d'euros par an. Avec elles, nous décorons nos maisons, apportons un peu de nature à nos intérieurs. Mais une question se pose. Comment les commerçants peuvent-ils proposer hors saison des bouquets de tulipes à 4,95 € ou ces roses à 7,95 €? Vous allez découvrir que pour en arriver là, cette filière s'approvisionne loin. Elle est très polluante en CO2 et grande consommatrice de pesticides. Il y a pourtant moyen d'offrir des fleurs beaucoup moins nocives pour l'environnement. Une nouvelle offre, tout aussi séduisante, mais plus écolo, est apparue. Il est temps d'acheter autrement ce petit bonheur du quotidien. Il faut dire qu'avec les fleurs, nous avons pris de mauvaises habitudes. Tout au long de l'année, nous voulons les plus spectaculaires. Une demande que Pharrell Legendre Salut toi, ça va? A bien en tête. Ouais. C'est un fleuriste comme il y en a beaucoup en France. Lui
est installé à Paris. Vous avez 200 roses blanches. 5, 6. Messieurs, dames, bonjour. Je vous laisse regarder. Vous voulez un peu de fleurs? Ouais. Non, il est rentré. Ce samedi après-midi, les clients défilent avec des envies qui sont toujours un peu les mêmes. La rose branchue, elle est là vraiment pour apporter un petit côté peps. D'accord. Ça sent vraiment très bon. En matière de budget, on est dans les clous. Un bouquet de roses d'une trentaine d'euros pour fêter une naissance. Les roses, ce sont les fleurs les plus vendues en France. Bonne soirée. J'ai des lys blancs qui sont les lilium, donc la fleur parfumée. Après, j'ai un lys rose mais qui est beaucoup plus ouvert. Et c'est un lys blanc qui a tapé dans l'œil de cette cliente. C'est la deuxième fleur la plus achetée chez nous. 16 euros, s'il vous plaît. Bonne soirée. Merci, à bientôt. Au revoir. Pour que sa boutique tourne, Farel doit donc avoir ses basiques communs à la plupart des fleuristes. On va avoir des liliums, on va avoir du lys, on va avoir des roses aussi classiquement. On va avoir aussi tout ce qui va être tulipe. On a les premières jonquilles qui sont en train de sortir. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Ces bouquets en plein hiver nous sont coutumiers. Mais d'où proviennent-ils? Comme un boucher ou un primeur, Farel prend chaque nuit la direction de Rungis et de son marché de gros. Car à côté du hall des fruits et légumes ou de celui des viandes, il y a le pavillon destiné aux fleurs. Salut Régis. Dans ces allées, 49 grossistes et 550 personnes travaillent 6 jours sur 7. On y retrouve nos tulipes de toutes sortes et nos roses de toutes les couleurs. Comment ça va chez Plantas ce matin? Ça va bien, toi? Combien je t'en mets? Tu m'en mets 30 tiges comme ça. Je te mets sur un chariot, hein. S'il te plaît. Rungis oblige, Farel va négocier. On est sur un lys qui, là, en termes de prix de base, on est à 4,10 € la tige. Et vous aimeriez? Le moins cher possible. Il veut les acheter entre 1 et 2 euros la tige. Combien? 2,5 €? Ah non. Ah non. 2. La vendeuse lâche à 2 euros. Jusque-là, rien que du très classique sur ce marché de gros. Ce qu'il est moins, c'est que la majorité de ces fleurs viennent des 4 coins du monde. Hollande, Israël ou Équateur. En fait, j'ai besoin de rouge, œillet rouge. Ça va être que du hollandais. Eh ben, mets-moi du hollandais. C'est trop serré. C'est un peu comme si nous consommions toute l'année, exclusivement, des fruits et légumes exotiques qui auraient fait le tour de la Terre. Maintenant, ça vient du monde entier, d'Équateur, d'Éthiopie, du Kenya, tout ce qui est feuillage, ça vient en cargo. Toutes les roses, ça vient en avion. Après, ça retransite en camion. Farel a conscience de l'aberration de la situation, mais il dit ne pas avoir le choix. C'est une hérésie aujourd'hui, mais il y a une demande de la part du client. Donc, sur certaines typicités de produits, malheureusement, on est obligé de faire de l'import. Et nous travaillons avec un produit qui est un produit d'import et qui, là, pour le coup, peut venir de l'autre bout du monde. C'est à peine croyable. 80% des fleurs que nous achetons viennent de l'étranger et ont parcouru de grandes distances. Il y a les Pays-Bas, avec leurs tulipes. L'Amérique du Sud, avec l'Équateur et la Colombie, qui nous fournissent des hortensias ou des œillets. Et en Afrique, l'Éthiopie, qui nous envoie des arômes. Et surtout le Kenya, grand spécialiste des roses. Des approvisionnements lointains par avion à des milliers de kilomètres de la France, avec le coût CO2 du trajet que cela implique. Et s'il n'y avait que ça? Nous voilà au Kenya, à Naivasha, à une centaine de kilomètres de la capitale, Nairobi. À la sortie de la ville, on découvre ces immenses complexes d'horticulture ultra-modernes. Cette ferme, l'une des 135 de la région, appartient à des Hollandais et à des Kenyans. À l'intérieur, le spectacle est encore plus étonnant. Des roses à perte de vue.
Chaque jour, tenez-vous bien, l'exploitation en produit 400 000. Elles sortent d'ici à 8 centimes d'euros la rose, pour être revendues chez nous en moyenne à 50 centimes d'euros. Comment les prix peuvent-ils être écrasés de cette manière? Il y a d'abord le coût de la main-d'œuvre. 1200 personnes travaillent ici. Chaque ouvrier est payé en moyenne 95 euros par mois, le minimum légal au Kenya, 12 fois moins que le SMIC français. Il ne fait pas attention à moi. Occupe-toi des fleurs. Les rémunérations sont tellement peu élevées que la responsable qualité de la ferme, Anne, fait même confectionner les bouquets sur place pour le compte de la grande distribution française. Les fleurs quittent la ferme ce soir. Dans 2 jours, elles seront en France. Il y a 2 couleurs différentes. Ça, c'est un mélange chaud. Ça, c'est un mélange froid. On fait ça depuis des années pour les supermarchés. Ce sont les couleurs favorites des clients. Pour que le consommateur français achète une rose à l'allure impeccable, c'est une débauche d'énergie. On n'hésite pas, dans ce pays où il fait en moyenne 25 degrés, à réfrigérer massivement les plantes. Les roses seront maintenues au frais tout au long de leur transport, jusqu'à la France. Les grands moyens sont aussi mobilisés contre l'ennemi naturel des fleurs, les insectes. Les roses sont inspectées à la loupe. On vérifie à l'intérieur des têtes pour voir s'il n'y a pas un nuisible adulte qui grandit dedans. Quand on a des insectes et des maladies, on met le produit en quarantaine. On ne le rentre surtout pas à l'intérieur. On rejette le lot à 100%. Pour éviter ce problème, ils agissent dès la culture des roses. Dans ces allées, nous avons été intrigués par ces taches sur ces feuilles. Ce seraient des résidus de pesticides. Pour garder ces roses sans défaut, ils utilisent l'artillerie lourde. Et le sujet est sensible. Nous avons dû insister auprès de Philippe, le directeur des lieux, pour qu'il nous parle des panneaux d'avertissement installés à l'entrée de chaque serre. Ça indique « Attention, danger ». Dessus, on a identifié le problème. Ici, par exemple, on a traité contre des chenilles. On a commencé à asperger à 6 h du matin et on a terminé à 7 h 20. On indique à quelle heure on peut entrer à nouveau dans la serre, car c'est dangereux. L'air de rien, dans cette seule serre, des pesticides ont été répandus ce jour-là massivement durant 1h20. Manifestement, on utilise ici souvent des produits toxiques. Ils sont d'ailleurs stockés derrière cette porte verrouillée. Impossible pour nous d'y avoir accès. Les 135 fermes de la région auraient les mêmes méthodes. Évidemment, ce n'est pas sans conséquence sur l'environnement. Notamment pour le lac voisin qui alimente ces exploitations en eau. Un endroit magnifique où cohabitent une faune et une flore sauvage. Contrairement aux apparences, cet équilibre est mis à mal par ces nombreuses exploitations horticoles. Celle-ci est carrément nichée à quelques mètres du lac. Elle est à l'origine d'un drame écologique. Une pollution qui désole ce spécialiste. Enoch Kiminta est membre d'une association de protection de l'environnement. Il nous amène près de cette ferme qui a fait scandale. C'est ici que l'autorité de gestion nationale de l'environnement a découvert que cette ferme de fleurs balançait leurs eaux usées avec des pesticides dans le lac. C'est illégal de déposer directement des liquides de toutes sortes, chimiques, pesticides ou des engrais. C'est interdit par la loi de décharger toutes sortes de liquides dans le lac et dans tous les cours d'eau au Kenya. L'exploitation en cause a beau avoir été fermée, d'autres continuent de polluer.
Tous les lacs de la région sont contaminés. Et cela atteint très gravement la vie aquatique. Quand les scientifiques ont étudié des poissons, ils ont retrouvé certaines traces de métaux, des métaux lourds. Et tout ça vient des pesticides et la pollution des fermes autour. Si on mange ces poissons qui vivent dans une eau contaminée, il y aura évidemment un impact sur la santé humaine. Et pourtant, tout près de là, ce petit port continue de vivre de la pêche, même si les prises diminuent jour après jour. Il y a des choses sales dans l'eau et les poissons s'en nourrissent. Ils sont contaminés. Alors les poissons migrent ailleurs, vers un meilleur endroit. Les fleurs produites à grand renfort de pesticides ont un impact lourd ici. Et nous, en France, retrouvons-nous ces produits chimiques dans nos bouquets? Pour en avoir le cœur net, nous avons acheté des fleurs dans différentes boutiques à Paris. Des roses, des tulipes, des renoncules. Elles ont toutes poussé au Kenya, mais aussi dans d'autres pays autour du monde. Ces bouquets, nous les avons envoyés à un laboratoire pour les faire analyser. Quelques jours plus tard, nous apportons les résultats à Génération Future, une association de défense de l'environnement. Je vous remets ceci. Ah, c'est vos résultats. François Weyrets en est le cofondateur. Il a l'habitude d'analyser la présence des pesticides depuis plus de 20 ans. Mais là, il est très étonné par ces résultats. On trouve des résidus de pesticides dans tous. Ça va de 5 résidus par bouquet, 6 jusqu'à 14. Et donc dans ces pesticides, on va retrouver des insecticides principalement et des fongicides surtout, voilà, pour traiter contre les maladies. Et ces pesticides sont particulièrement dangereux pour la santé humaine. Certains sont même interdits dans l'Union européenne. Vous avez des néonicotinoïdes, vous savez, ces insecticides tueurs d'abeilles, donc ils sont très toxiques. Ils vont directement agir sur les neurotransmetteurs et agir sur le système nerveux des insectes qui tuent, mais ils agissent de la même manière sur le système nerveux des animaux et des êtres humains. Donc l'acéphate, par exemple, et le fluopyram sont soupçonnés d'être des cancérogènes pour l'homme. Ils sont classés cancérogènes possibles par l'Agence américaine de protection de l'environnement. Et je vois qu'il y a même ici des produits classés suspectés d'être toxiques pour la reproduction. Donc là, vous pouvez même avoir des impacts sur la reproduction. Des produits nocifs, utilisés en plus massivement. Quand vous le retrouvez à 1 mg par kilo en résidu dans un végétal, ça veut dire qu'il a été utilisé en assez grande quantité, parce que ce sont des produits tellement puissants qu'il n'y a pas besoin d'en employer des doses énormes pour qu'ils soient efficaces. Donc 1 mg de sulfoxaphore en résidu, ça veut dire qu'on a utilisé des insecticides à haute dose. Et vous avez pour ce produit-là, par exemple, un taux record de résidus, où là on est à 27 mg par kilo. Dans les aliments, c'est extrêmement rare, mais je n'ai jamais vu, je crois, d'avoir des résidus de ce niveau-là. Alors, est-ce dangereux d'acheter ces fleurs ? François Weyrets estime que ces bouquets gavés de pesticides sont moins problématiques pour les consommateurs que pour les fleuristes. Et les gens qui font de ça, s'ils les manipulent toute la journée, s'ils ne prennent pas la précaution de mettre des gants, etc., les produits peuvent pénétrer dans leur organisme à travers la peau, et puis ils peuvent aussi respirer des émanations dans leur boutique si ce n'est pas aéré, effectivement. Pour ce spécialiste, tout cet arsenal chimique est aberrant et pourrait être évité. D'autant qu'il existe des alternatives à ces fleurs du bout du monde. À première vue, cette fleuriste parisienne ressemble à bien d'autres, avec une boutique bien fournie et ses fleurs aux belles couleurs. Bonjour. Pourtant, aucune des fleurs de Véronique ne provient du Kenya ou des Pays-Bas. Malgré l'hiver, elles ont toutes été cultivées en France, sans pesticides. Un effort que fait cette militante écolo. Les fleurs de saison, c'est important. Comme les légumes, on mange des légumes de saison. Les fleurs, c'est de saison aussi. Ainsi, dans son magasin, Véronique propose des renoncules, des œillets ou des anémones. Aucune n'a parcouru plus de 900 km. Les plus lointaines viennent de la région de Nice.
Des fleurs odorantes ou pas? Oui, regarde, j'ai les petites bottes de narcisses comme ça, les giroflées. Ouais. Ces fleurs, plus locales et de saison, ne sont pas pour autant hors de prix. Elles sont en moyenne 10% plus chères. Ça va changer un petit peu. Des roses. Et voilà, 13,50 s'il te plaît. Malheureusement, il n'y a pas de véritable label qui nous permette de repérer ce type de fleurs. Et seule une centaine de fleuristes en France travaillent comme Véronique. Et il existe aussi ce site internet par lequel vous pouvez vous faire livrer des fleurs locales, de saison et sans pesticides. Des fleurs qui ont un prix, ça commence à 44 €, livraison comprise. Alors comment travaillent ces horticulteurs made in France qui réussissent l'exploit de produire des bouquets chez nous tout au long de l'année? Nous allons le découvrir ici sur l'île Saint-Denis, en banlieue parisienne. Nous sommes en janvier et à cette époque, ce qui pousse bien, ce sont ces germinis. Tout au long de l'année, ces professionnels respectent les saisons. On a un plan d'assolement en gros qui nous permet d'avoir une rotation et donc on jongle entre les différentes variétés. Des dahlias en septembre, des tulipes en avril, des lys en juin ou des craspédias en juillet. Toutes ces fleurs poussent avec les conditions météo du moment et sans pesticides, à un moment précis de l'année. Une fois coupées, elles sont livrées le jour même, à moins de 10 km d'ici. De l'ultra frais, contrairement aux productions mondialisées. Ça fait des trajets qui sont très très longs et donc les fleurs sont coupées parfois 4-5 jours à l'avance, subissent des trajets dans des camions réfrigérés, etc. Donc on perd forcément en qualité et en durée de vie derrière. Pour offrir ce type de fleurs, plus respectueuses de la planète, il faut donc prendre une habitude simple, questionner son fleuriste sur l'origine et les méthodes de production de ces bouquets. Voilà pour cette enquête, preuve que même chez le fleuriste, il faut faire attention à ce que l'on achète. Merci de votre fidélité, on compte sur vous, on se retrouve très vite sur France 2 bien sûr, et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre nombreux, et d'ici là, comme à chaque fois, restez curieux. Ciao.